Mesdames, Messieurs, bonsoir. 19 régions, 1 district, 159 cercles, 475 arrondissements et 825 communes, sans oublier 12 712 villages. C'est le nouveau visage qui se dessine pour la nouvelle carte administrative du Mali. Le Conseil national de la transition a voté cette semaine 6 projets de loi qui consacrent cet état de fait, une étape majeure de franchie dans le cadre de la réorganisation territoriale du Mali. Parachever l'organisation territoriale, une des missions assignées à la transition dans sa feuille de route et un objectif que le gouvernement s'était assigné dans son plan d'action. Il faut dire que le processus en cours depuis plus d'une décennie a fait couler beaucoup d'encre et de salive et que les enjeux sont nombreux. Ce vote intervient à quelques encablures du référendum et des élections générales prévues théoriquement à partir du mois prochain. 3 ans, c'est le délai prévu avec à la clé une enveloppe financière de 263 milliards de francs CFA. Docteur Youssouf Z. Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la commission de l'administration territoriale, de la décentralisation, du culte et de la réconciliation nationale du Conseil national de transition. Bienvenue sur ce plateau et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors, vous avez parlé, M. Koulibaly, de l'adoption de ces textes comme d'une des réformes les plus, sinon la plus importante de ces derniers temps. Vous avez même qualifié les textes de révolutionnaires. En quoi est-ce que cela est si révolutionnaire que ça? En fait, c'est un processus qui a commencé il y a très longtemps, depuis 2012 déjà. Il y a eu la mise en place de 19 régions par la loi, mais il s'est trouvé que ces lois n'étaient pas totalement complétées parce que tout simplement, lorsque vous créez des régions, il faut les faire accompagner par les cercles, les arrondissements et les communes. Cela n'a pas été fait et donc l'espace territorial, comme vous le savez, il est très grand. Au Mali, si on prend la considération des juristes publicistes qui disent qu'un État, c'est le territoire, c'est la population et c'est une organisation politique, en ce sens, vous verrez que ces 6 projets de loi prennent en charge ces 3 ensembles, à savoir le territoire, la population et l'organisation politique. Donc, il était très difficile d'aller à l'opérationnalisation de ces nouvelles régions créées sans pour autant créer des arrondissements, des cercles et des communes. Donc, c'est l'un des projets les plus importants de la transition ou de ces dernières décennies d'ailleurs, parce que ça va permettre au Mali d'être doté des circonscriptions administratives et des circonscriptions des collectivités territoriales conséquents et nécessaires pour amorcer le développement. Alors, on sait que la réorganisation territoriale, c'est un sujet qui passionne. C'est peut-être pour cela que le processus il a traîné dans le temps. Le ministre disait l'autre jour que c'était un dossier explosif. Mais pourquoi tant de passion autour de ce sujet? En fait, selon le petit calcul que moi-même j'avais fait par rapport à cet état de fait, beaucoup avaient pensé gérer cette affaire en tenant compte seulement que des aspects politiques et des calculs électoralistes. C'est ça qui avait rendu le dossier très difficile parce qu'à chaque fois qu'on veut rattacher ou détacher une circonscription à une autre, donc ça pose des problèmes non seulement de blocage ici au niveau de Bamako, mais aussi auprès des représentants des partis politiques. Donc nous avons compris que les textes là sont tellement importants pour le futur du Mali qu'il faut dépasser ces considérations. C'est ça qui nous a poussé à vraiment réfléchir sur un certain nombre de critères pour pouvoir aller à ce travail difficile. Mais la passion autour de ces textes, c'est le calcul dont vous parlez? Bon, c'est l'une des raisons qui avait fait que vraiment, parce que il faut le dire, hein, c'est cette réorganisation territoriale parle des communautés aussi et de la cohésion entre communautés. Il y avait beaucoup d'aspects qui a attiré notre attention. C'est le fait pour certaines entités de penser être les autochtones de certaines zones. Et donc, en prenant en compte cela, refusant de partir avec les entités qui se sont retrouvées développées plus qu'eux, puisqu'ils se retrouvent être des centres des échanges économiques et commerciaux.
Donc c'est ça qui a motivé un peu notre passion, comprendre qu'il ne faut pas aller avec d'autres critères que le critère politique. Donc je pense que cette passion aujourd'hui, ça continue d'ailleurs dans chez certaines entités, surtout politiques, qui sont venus nous voir, parce qu'il faut vraiment rappeler que depuis qu'on a commencé, nous avons jugé utile d'associer tout le monde, les forces vives de la nation, les représentants des légitimités traditionnelles, les préfets, les sous-préfets, les maires et même les associations des jeunesses. On a même associé les anciens ministres, les anciens présidents de la République et on les a tous écoutés, y compris les anciens secrétaires généraux qui ont eu à diriger le ministère de l'administration territoriale. Donc pour vous dire que c'est un texte très important, qu'il fallait vraiment aller à la base, écouter les communautés de base afin d'avoir leur avis et pour statuer. Alors, vous parlez de toutes ces consultations menées quand même à votre niveau. Un ancien haut cadre de l'administration, on ne va pas le nommer, avait dénoncé en son temps une réforme mal pensée dans le fond et dans la forme. Dans la forme parce qu'il estimait qu'il n'y avait pas eu suffisamment de concertation autour de cela, et dans le fond parce que, à ses yeux, les réalités socio-économiques n'avaient pas été prises en compte. Bon, vous savez, les considérations individuelles, on a essayé de se passer de cela parce que en fait, il est très difficile d'arriver à un consensus à 100%. Mais quand même, dans notre façon de voir et de faire, nous avons vraiment jugé utile le CNT, surtout lorsque nous avons reçu les 6 projets de loi. Le président du CNT nous a instruit à ce que tout le monde soit consulté. Et donc, avant nous, le ministère de l'administration territoriale avait fait un travail fantastique. Ils sont partis même aux concertations régionales de 2018. Déjà, toutes les régions ont été associées. Les gouverneurs ont été invités à inviter toutes les sensibilités en leur sein et les donner le projet afin qu'ils puissent apporter leur contribution. Et cela a été fait. Et c'est la continuité de ce travail et le parachèvement que nous avons fait parce que nous avons pris en compte les travaux antérieurement effectués par ces différentes entités et nous les avons intégrés dans notre rapport pour pouvoir aller au vote avec les nouvelles modifications. Donc dans la forme, pas de problème. Et dans le fond, le fait qu'on estime que les réalités socio-économiques n'avaient pas été prises en compte? Bon, ça c'est un débat, autre débat. Vous savez, les réalités socio-économiques, quand vous demandez de les décortiquer, vous allez voir que tout a été pris en compte. D'ailleurs, l'intitulé de ces projets, vous allez voir, on a parlé de la réorganisation administrative. Qui parle de l'économie, parle de ces communes qui sont censées connaître les besoins économiques de leur localité. Et c'est eux qui font les programmes par rapport au développement économique, c'est eux qui font les programmes. Donc les réalités socio-économiques dont il s'agit ici, nous on pense qu'on a pris ça en compte parce qu'on a pris en compte les communautés, leur sensibilité, le côté social, qu'est-ce que cela va rapporter comme plus par rapport au développement local. Et donc, vous savez, nous avons commencé notre processus de la décentralisation depuis 1993. Et donc, de 1993 à aujourd'hui, beaucoup de choses ont été faites dans le cadre de la décentralisation. Mais comme c'est un processus continu et qui évolue, donc il y a eu vraiment des imperfections. Et nous avons pensé que ces imperfections pouvaient être expliquées par l'immensité des territoires, par les problèmes d'accessibilité à certains produits agricoles ou même à certaines activités qui peuvent générer des ressources pour les collectivités territoriales. Donc nous avons pris tout cela en compte en faisant le texte. D'accord, on va revenir concrètement à ces critères, au découpage et aux critères, mais dites-nous globalement 6 projets de texte et quelle innovation, on va dire quelle réforme en quelques mots. 6 projets de loi, il y a eu beaucoup de réformes majeures. Je commence par le district de Bamako. Vous savez, on avait 6 communes au district de Bamako. On a supprimé carrément les 6 communes pour les remplacer par les arrondissements. Les 6 arrondissements correspondent aux communes qui existaient, mais nous avons aussi pensé qu'il faut ajouter
un 7e arrondissement, qui est l'arrondissement de Kalabankoro. Vous faites comme la France. Voilà, compte tenu de, bon, ces comparaisons, moi je n'aime pas trop, mais ce n'est pas comme la France, parce que nous avons pris en compte nos spécificités. Et donc, le 7e arrondissement qui existait ici à Bamako, mais qui était rattaché à Kati et relevait de la région de Koulikoro. Donc, on a compris que les populations avaient vraiment des difficultés pour les usagers de services pour aller auprès des administrations. Et donc, on a pensé qu'il faut rapprocher l'administration aux populations. C'est l'une des raisons fondamentales même de ces projets de loi. Nous avons vraiment doté Kalabankoro des quartiers qui sont dans les périphéries de Kalabankoro et tous les quartiers relevant de Kalabankoro qui existaient dans l'autre côté de Bamako ont été rattachés aux arrondissements les plus proches. Il y a aussi d'autres réformes majeures. Vous savez, on a renforcé un peu le pouvoir des représentants de l'État. Auparavant, il y avait certaines matières où les collectivités territoriales pouvaient décider, adopter tout de suite. Donc, c'était principalement au nombre de 3 qui étaient autorisés à être soumis au contrôle du préfet ou du sous-préfet ou le gouverneur. Donc, on a augmenté le nombre à 10 pour permettre de respecter un peu ce qu'on appelle la légalité, d'où l'appellation du contrôle de légalité, le contrôle a priori, le contrôle qui permet aux représentants de l'État d'être sûrs que les actes émanant des collectivités territoriales respectent la légalité, respectent la vision de l'évolution économique et socio-culturelle de l'État, parce que trop libre. Et d'ailleurs, même vous avez constaté, vous êtes d'accord avec moi, que beaucoup de maires, beaucoup d'élus locaux se retrouvent devant le pôle économique. C'est par rapport à l'absence de ce contrôle. Et l'une des réformes majeures aussi, Bamako est devenue une collectivité unique. Et cette collectivité unique avec un seul maire et des maires délégués. Donc, on n'a pas touché au processus démocratique, bien évidemment, parce que les maires seront élus conformément aux dispositions de la loi électorale. Donc les maires vont être élus, mais cette fois-ci avec une responsabilité unique, donc avec le maire central comme le premier responsable et les maires délégués qui seront là. Et à côté de ces maires délégués, chaque arrondissement sera doté d'un représentant de l'État. C'est pour cela, dans les projets de loi, vous constaterez que le siège de la sous-préfecture se trouve dans l'arrondissement. Donc, on a préféré l'appellation sous-préfecture pour donner la latitude au ministre de nommer soit le préfet, soit le sous-préfet. Donc, pour pouvoir aller, parce que vous êtes d'accord avec moi que Bamako était difficilement gérable compte tenu de l'absence de situer les responsabilités et de maire ou du maire central. Je vous donne l'exemple de l'assainissement. Lorsqu'il y a un problème d'assainissement dans une commune, donc lorsque vous allez voir le maire du district qui vous dira que c'est du ressort du maire de telle commune, quand vous allez les voir, ils vous diront que, alors que lorsqu'il s'agit maintenant d'attribuer des partiels, donc ils sont tous deux dans ces activités. Donc on a compris que l'État doit prendre sa responsabilité pour que les représentants de l'État rendent directement compte à l'État. Et n'oubliez pas que Bamako, c'est la capitale et c'est notre vitrine, donc doit être géré autrement. Renforcement donc du pouvoir des représentants de l'État. Venons-en au timing, si vous le permettez. Monsieur Coulibaly, vous avez été convoqué en session extraordinaire pour plancher donc sur ces textes. Pourquoi maintenant? Parce qu'on en avait besoin pour les élections, pour avancer, c'est ça? Cette question est fondamentale parce que, vous savez, la session ordinaire d'octobre, ce qu'on appelle dans notre jargon parlementaire la session budgétaire, est bouclée et fermée depuis le mois de décembre. Mais malgré tout cela, ma commission a demandé l'autorisation au bureau du CNT de pouvoir travailler sur ces textes. Malgré qu'on était vraiment en vacances parlementaires, donc on a accepté bénévolement de travailler sur ces textes pour respecter le chronogramme des autres réformes. Donc, vous saviez, sans ces textes, il était très difficile d'opérationnaliser à 100% l'autorité autonome de gestion des élections, qu'on appelle l'EJ. Parce que pour que l'EJ puisse mettre en place ses démembrements dans les différentes régions, il était vraiment difficile
sans ces différents projets de loi, parce que ces projets de loi se rapportaient aussi sur le code des collectivités territoriales, puisque les régions ne connaissaient pas leurs limites, surtout les nouvelles régions nouvellement créées. L'EJ ne pouvait pas connaître aussi le nombre des régions, des circonscriptions électorales nouvellement créées. Donc c'est ce travail qu'on a fait pour que l'EJ puisse être maintenant, avoir la carte blanche pour mettre en place les démembrements afin qu'on aille à l'essentiel qui est le processus, déclenchement du processus pour les élections. Avec quel impact attendu justement? Est-ce que le vote de ces projets de loi aura un impact sur le respect du chronogramme des élections? Est-ce qu'il permettra de tenir ce chronogramme? En tout cas, c'est à l'EJ maintenant d'apprécier le chronogramme, parce que déjà, c'est l'EJ est déjà au travail du moment où le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, les a renvoyés dans leur emploi. D'ailleurs même, nous avons reçu à notre niveau le président de l'EJ, donc on a échangé sur ces aspects. Maintenant, ils attendaient tout simplement qu'on adopte ces lois. Donc l'EJ a carte blanche pour apprécier faire son tableau de travail et aller vite conformément à son agenda pour qu'on puisse aller aux autres réformes afin d'aller rapidement aux élections. Mais le fait de dire aujourd'hui telle région commence ici, s'arrête ici, tel cercle commence ici, s'arrête ici, est-ce que cela suffit pour que ces régions soient opérationnelles et que l'EJ fasse son travail dans ces régions? Très bien, cette question est tellement fondamentale parce que ça revient tout le temps. Les gens pensent que en fait créer une région et l'opérationnaliser tout de suite n'a pas trop de rapport avec le processus électoral, parce que tout simplement on n'a pas créé des nouveaux citoyens maliens qui sont appelés à voter, et c'est la carte administrative qui a changé. C'est l'appartenance de tel individu à telle région ou à telle autre qui a changé, mais son statut en tant que personne humaine n'a pas changé. Ça mais en ce moment, M. Koulibaly, vous aurez pu faire avec l'ancien découpage. Bon, pour l'ancien découpage, il y a des difficultés. D'ailleurs, même tous les problèmes du Mali sont partis des élections, des contestations post-électorales. Donc, c'est ça qui a poussé les plus hautes autorités aujourd'hui à aller vers cette réforme. D'ailleurs, même ce n'est pas une réforme de la transition. Ces sollicitations étaient là depuis bien avant. C'est-à-dire que c'est le peuple qui avait demandé à ce qu'une autorité indépendante de gestion des élections soit mise en place pour pouvoir aller avec des nouvelles bases. Aujourd'hui, vous constaterez avec moi que les plus hautes autorités ont souhaité à ce que chacun puisse avoir sa carte d'identité biométrique. Cela va servir de base pour aller aux élections, parce que les difficultés que nous avons rencontrées par rapport aux cartes d'électeurs, aux mauvaises pratiques de certains, et donc cela a poussé les plus hautes autorités à réfléchir à des moyens pérennes, parce qu'avec une carte biométrique, vous êtes identifié pour très longtemps, parce qu'il est pris sur une base très sécurisée, et ça va permettre vraiment. Mais par contre, en ce qui concerne maintenant le fait pour nous de dire on a créé la région de Bougouni, les habitants de Bougouni, ce sont les mêmes habitants de Bougouni, ils sont menus des mêmes cartes d'identité. Maintenant, ce qui peut avoir comme impact, c'est le nombre des élus qui peut vraiment changer en termes d'évolution, parce que quand vous créez des entités nouvelles, je vous prends l'exemple de la prochaine Assemblée nationale qui va avoir un accroissement du nombre de députés. Mais même si certains avaient tenté de vraiment venir solliciter à ce que leur zone soit érigée en cercle parce qu'ils avaient des calculs politiques et politiciens, nous avons carrément refusé parce qu'on a compris que seul l'EJ peut vraiment déterminer le nombre des élus dans telle ou telle circonscription électorale conformément à la loi électorale qui est le texte fondamental à la matière. Alors, et au-delà de cet aspect élection, quelle autre importance pour l'adoption de ces textes aujourd'hui? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes vraiment envahis par la force du mal.
L'insécurité est toujours en croissance dans beaucoup de régions, même si ces derniers temps, avec la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité, que je tiens même déjà ici à saluer et à encourager, ça va nous permettre vraiment d'occuper l'espace. Nous avons un pays vraiment très grand, l'espace est très vide. Je vous donne l'exemple de certains cercles que nous avons jugé utile de créer. Dans la région de Nara, par exemple, on a créé le cercle de Falou. C'est un espace très grand avec beaucoup de forêts, là où vraiment l'ennemi pouvait se camoufler tout le temps pour venir faire ses préparations en fait de s'attaquer à nos forces de défense et de sécurité. Donc il y a aussi le maillage, les aspects économiques et le rapprochement de certaines communautés, bon, par la crise qui s'était trouvée soit à cheval entre deux entités, soit même un peu dépossédés de leurs espaces. Donc on a pris en compte ces aspects. Il y a aussi l'aspect de l'accessibilité. Vous savez, lorsque vous habitez un chef-lieu et que la région se trouve à une centaine de kilomètres de ce chef-lieu, vous êtes à une distance de 70 kilomètres du chef-lieu, donc vous allez vous retrouver à 170 kilomètres de la région. Alors qu'il y a certains services administratifs qui n'existent que dans les régions. Donc cela constitue vraiment des difficultés pour nos populations. Donc nous avons pallié à ces insuffisances. Donc on a rapproché un peu les circonscriptions administratives en créant les nouvelles ou en aménageant le positionnement de certains arrondissements et pour permettre aux populations de trouver un service public pas loin de chez eux pour pouvoir avoir une satisfaction par rapport aux besoins. Alors, si je comprends bien, les critères, ils étaient autant géographiques que socio-économiques, on va dire culturels. Est-ce qu'on peut dire pour autant que vous avez trouvé les bons critères, les critères objectifs pour cela? Très bien. La détermination des critères était l'objet de consensus. Parce que lorsque ceux qui ont commencé le travail sont partis aux concertations régionales, donc les critères ont été proposés, donc acceptés et adoptés. Donc c'est compte tenu de ces critères qu'on est parti. Mais beaucoup pensent que c'est l'ensemble des critères qui sont pris en compte pour chaque entité prise isolément. Ce n'est pas ça. D'accord. On trouve souvent qu'il y a certaines distances les espaces sont un peu éloignés, mais compte tenu de la cohésion sociale, parce il faut le dire, il y a certaines communautés qui ne veulent pas rester ensemble. Donc on a pris en compte cela en attendant que vraiment qu'ils soient animés de l'esprit de paix pour pouvoir aller ensemble. Donc on a pris leurs aspirations en compte pour qu'ils se sentent mieux. Il y a certaines communautés aussi qui se sont fait vraiment, je ne dis pas la guerre, mais des conflits dans leur histoire, donc ils ne veulent pas aller ensemble. On a aussi pris en compte le fait pour l'administration vraiment de travailler d'une manière très objective, parce qu'on a trouvé que certaines communes étaient vraiment séparées par la route. Donc, ils ont demandé à être érigées en arrondissement. On a carrément refusé parce que c'était vraiment l'objectif, c'est de créer la cohésion entre communautés et non pas de contribuer à leur division. Alors, on a toujours dans la réalité des communes qui aspirent aujourd'hui à être arrondissements, des arrondissements qui veulent devenir des cercles qui prétendent être des régions. La loi n'est pas encore promulguée, mais est-ce qu'on peut dire que le débat à ce niveau, il est clos maintenant? Je pense qu'à notre niveau, le débat est clos. Parce que tout simplement, il s'agissait seulement d'opérationnaliser les régions, les différentes régions nouvellement créées par la loi de 2012. Donc, en ce faisant, nous avons pensé qu'il ne faut pas réellement toucher aux communes. Parce que si on avait touché aux communes ou aux régions, on allait se retrouver avec un problème avec le fichier électoral existant. Donc, on a vraiment tout fait pour ne pas toucher aux communes. Donc, pendant le vote, les cercles sont passés à 159 cercles et à 775 arrondissements et à 825 communes. Voilà, donc le nombre de 12 712 fractions et villages est resté.
Donc, mais pour les villages, il n'y a pas de problème parce que la loi donne l'ouverture et la possibilité aux représentants de l'État d'actualiser, parce que c'est ces représentants qui détiennent le répertoire au niveau des villages, donc d'actualiser leur répertoire lorsqu'ils venaient à donner un texte juridique pour la création d'un village ou d'une fraction. Alors, d'aucuns parlent de se conformer avec l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, d'autres estiment que ça n'a absolument rien à voir. Y a-t-il finalement un lien ou pas? Non, ça n'a rien à voir. Vous savez, c'est un travail futuriste pour le Mali des 50 années à venir, même si certains aspects, et d'ailleurs même nous avons écouté l'ensemble des parties signataires de l'accord issu du processus d'Alger, l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Nous avons discuté avec les représentants de la CEMA, de la plateforme des mouvements d'inclusivité. Donc on a échangé avec eux. Et ce qui nous a impressionné, c'est que chacun est soucié individuellement de sa zone. Donc Menaka a défendu corps et âme ses fractions, Kidal a fait la même chose, Tombouctou, et on a même été impressionné que beaucoup ont pris en charge les questions économiques pour la République. Donc ça entre dans le cadre logique du développement du pays et non pas pour répondre aux aspirations de l'accord, parce que l'accord a déjà son mode d'exécution. Les entités dans lesquelles le Mali s'est engagé sont déjà en cours de mise en œuvre, même si on rencontre des difficultés. Alors, venons-en à cette enveloppe financière, 260 milliards de francs CFA. On sait que si les moyens humains, matériels et financiers ne suivent pas, la réforme ne peut pas forcément avoir tout l'impact attendu. Sur qui est-ce que vous comptez pour financer ce processus? Très bien. Le Mali compte tout simplement sur le Mali. Aujourd'hui, d'ailleurs, même c'est notre slogan. Car les temps qui courent. Il faut vraiment compter sur... Les ressources sont rares, les préoccupations sont nombreuses. La rareté des ressources. Les ressources, en fait, moi, dans ma façon de voir les ressources, c'est le cerveau de l'homme malien. Donc, c'est pas le fait... Parce qu'à chaque fois qu'on dépend des autres, on devient toujours leur esclave. Ça veut dire que souvent, les aides sont données avec les conditionnalités que nous ne pouvons pas respecter. Et donc, ça vraiment compromet notre souveraineté. Donc, c'est le budget national qui est en charge. D'ailleurs, même les autorités ont consenti ces 263 et quelques milliards pour le début de l'opérationnalisation. Ça ne veut pas dire que ça va opérationnaliser tout de suite les différentes... D'ailleurs, même avant, les régions avaient des difficultés. Après, il y aura des difficultés. Mais comme c'est un processus, donc il ne s'agit pas de créer des nouveaux agents de l'État. Les agents existent, les chômeurs sont là, qui vont avoir vraiment satisfaction par rapport à certaines régions, parce que quand on crée des nouvelles entités, il faut aussi recruter. Donc tous ces moyens humains mis à la disposition des communes, des cercles et des arrondissements. Bon, il y a une réforme majeure quelque part qu'il faut vraiment signaler. On a supprimé la collectivité cercle. Donc les agents de l'État ou des collectivités qui y travaillaient donc, vont être reversés dans les communes et dans les régions. Donc tout cela sont des moyens qui existent déjà. Donc, mais les fonds dont vous faites allusion tout de suite est destiné dans un premier temps pour la réalisation des bâtiments, des infrastructures, les projets architecturaux, etc. et le matériel, donc pour permettre quand même de commencer le travail. Et tout cela sur une période de 3 ans, pourquoi 3 ans? Sur une période de 3 ans, mais qui est appelée aussi à évoluer. Mais il faut quand même signaler que l'État a déjà fourni beaucoup d'efforts et l'État a pris le devant, parce que les gouverneurs sont déjà nommés, beaucoup de préfets sont nommés, même hier seulement, beaucoup de sous-préfets ont été nommés. Donc les agents de l'État sont déjà nommés. Bon, pour les collectivités territoriales, vous savez, les communes, lorsque on va terminer avec les élections, donc ils feront leur plan du développement économique et en fonction de cela, donc les besoins en ressources humaines, chaque région connaît réellement ses spécificités, ses besoins en termes d'économie et des ressources humaines.
Donc cela va suivre. Ce qui avait manqué à notre décentralisation, c'était le transfert des ressources. Quand on dit ressources, beaucoup pensent aux ressources financières seulement, oui, alors que ce n'est absolument. pas que ça. Les ressources humaines, le matériel, etc. Donc beaucoup pensent à ça. Donc l'objectif principal, c'est que les communes arrivent à se prendre en charge. Donc si cela est fait, l'État sera réconforté sur le plan budgétaire parce que beaucoup dépend. Vous vous rappelez de cette épineuse question de la police territoriale Oui. que ma commission avait renvoyée en ces temps. C'était par rapport à ça parce que moi j'avais pensé que ce n'était pas totalement conforme à l'esprit de la décentralisation. Vous ne pouvez pas créer une entité décentralisée et les prendre en charge sur le budget de l'État. Donc si tel est le cas, ce n'est même pas la peine d'aller. On reste dans la centralisation administrative avec un pouvoir déconcentré. Donc ça a été très bien compris. Les collectivités arriveront certainement avec ces découpages à se prendre en charge parce que chacun va s'occuper de sa zone. M. Koulibaly, prochaine étape pour ce texte? La prochaine étape maintenant, parce que déjà nous n'avons pas touché aux communes, hein. On n'a pas touché aux communes et aux régions. Vous-même, vous avez vu ces derniers temps que beaucoup pensaient que vraiment leur localité méritait d'être des régions. Et d'ailleurs, je vous donne quelques exemples. Il y a le cercle de Kenyeba qui avait souhaité être une région. Donc, compte tenu de beaucoup de facteurs et de critères, donc ils n'ont pas pu avoir le statut de région. Mais quand même, ils avaient demandé sans cela, il faut qu'ils restent avec la région de Caille. Donc cela a été fait. Il y a Kati qui voulait être un district. Il y a Gao qui veut être un district. Donc il y a tous ces aspects qui n'ont pas été pris en charge. Donc la prochaine étape, conformément à l'évolution et aux opportunités du moment, l'État appréciera et en tenant compte vraiment des aspirations des populations. Alors, nous vous remercions, M. Koulibaly, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité. Bonne suite de programme sur l'ORTM.